Bonsoir. Le 15 et 16 février dernier, à Cannes, se déroulait le 24e sommet des chefs d'État Afrique-France. C'est des sommets qui ont lieu tous les 2 ans, depuis 1960. Normalement, le sommet devait avoir lieu en novembre 2007, et Jacques Chirac l'a convoqué pour en faire un dernier avant la fin de son mandat. Et alors, si vous avez regardé les médias le 15 et 16 février dernier, vous avez vu beaucoup de termes comme Chirac l'Africain, Chirac l'ami de l'Afrique, enfin tout un tas de discours qui encensaient la politique africaine de Jacques Chirac. Ce que les médias ont beaucoup moins dit, c'est qu'à quelques centaines de mètres du palais des festivals de Cannes se déroulait une cérémonie avec environ 350 personnes et autant de CRS autour, qui organisait la cérémonie de la remise des palmes des dictateurs et de la France-Afrique. Et qui a reçu la Palme d'Or? C'est Jacques Chirac pour l'ensemble de son œuvre. Alors il y a 2 discours complètement différents. D'un côté, un discours médiatique dominant qui dit que Chirac est l'ami de l'Afrique, Chirac l'Africain, et de l'autre côté, au même moment, des gens qui lui remettaient la Palme d'Or de la France-Afrique. Alors pourquoi est-ce qu'on lui a remis la Palme d'Or de la France-Afrique? Pourquoi entre autres l'association Survie? C'est justement les choses qu'on va discuter ce soir ensemble, qu'on va partager, sachant qu'on va explorer des informations qui sont très peu présentes dans les médias dominants. On va aller vers des sources qui sont très peu présentes. On ne va pas seulement s'intéresser au passé, s'intéresser à Jacques Chirac, on va aussi parler de celui qui est, a priori, d'après les sondages, le prochain président de la République française, et qui est en tout cas l'actuel leader gaulliste, Nicolas Sarkozy. Et on va se poser la question, que savons-nous des liens entre Nicolas Sarkozy et l'Afrique, entre Nicolas Sarkozy et la France-Afrique? Voilà le programme de cette conférence. Peut-être avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'y es pris pour tes recherches et quelles sources as-tu trouvé? Alors concernant le bilan africain de Jacques Chirac, j'ai puisé dans toute la base de données des enquêtes de l'association Survie, notamment à peu près 50% de l'exposé sur Chirac provient du livre Noir Chirac, qui a été publié par l'association Survie en 2002, qu'on a actualisé avec quelques recherches. Concernant Nicolas Sarkozy, on a fait une enquête à partir de sources ouvertes. On allait chercher plein d'articles, peut-être 300 articles de presse, on a essayé de balayer là. Ce que je vais dire, toutes les sources seront dans un document que vous pourrez vous procurer en envoyant un mail à l'association Surviseur. Voilà, on a remis toutes les sources de tout ce que je vais dire ce soir. Ok, cette fois-ci je propose qu'on rentre dans le sujet et que du coup tu puisses nous parler peut-être de... En 1958, quand le général de Gaulle prend le pouvoir en France, à cette époque-là, dans les colonies françaises, il y a des mouvements indépendantistes très puissants. Il y a eu bien sûr l'Indochine, qui a été perdue par la France, il y a la guerre d'Algérie, il y a aussi des mouvements très forts au Cameroun par exemple, et en règle générale, dans quasiment toutes les colonies d'Afrique francophone, il y a des mouvements indépendantistes très forts, les campus sont souvent en ébullition, et il y a une volonté de sortir des colonies françaises. Et même l'opinion publique française est favorable à la décolonisation. Mais général de Gaulle, lui, quand il prend le pouvoir, donc il est face à cette question coloniale, et lui ne souhaite pas l'indépendance de l'Afrique coloniale, pour plusieurs raisons. D'abord une raison économique, c'est que l'Afrique, c'est l'accès aux matières premières stratégiques comme l'uranium, comme le pétrole. C'est aussi un objet de rente pour de nombreuses sociétés françaises qui font le commerce de coton, de cacao, etc. Le général de Gaulle ne veut pas l'indépendance des colonies d'Afrique aussi pour des raisons politiques. En pleine guerre froide, il est hors de question que les colonies françaises risquent de basculer dans le camp communiste. Mais malgré tout, il y a une opinion qui est favorable à la décolonisation. Il y a des mouvements indépendantistes très forts qui posent de gros problèmes à l'armée française en Afrique. Et donc toute l'astuce, toute la stratégie du général de Gaulle, de son état-major, et notamment de Jacques Foccart, qui est le responsable des services secrets à l'époque, ça va être de déclarer les indépendances à partir de 1960, et parallèlement, de faire en sorte de garder ces pays indépendants dans la tutelle française par tout un tas de moyens occultes, inavouables et essentiellement secrets. Concrètement, comment ça s'est passé? Ça va être la mise en place d'élections, qui la plupart du temps vont être truquées, et on va faire en sorte de mettre à la tête de ces pays indépendants
des amis de la France, des gouverneurs à la peau noire, c'est-à-dire des chefs d'État favorables aux intérêts français, qui très souvent ont été formés en France, qui très souvent ont été formés par l'armée française ou les services secrets français, comme Omar Bongo, toujours l'actuel président du Gabon depuis 1967, qui était un ancien des services secrets français. Et puis, bien sûr, il y a des rebelles. Et bien les rebelles, on va les éliminer. On va éliminer les leaders indépendantistes, comme Sylvanus Olympio au Togo, en 1963, qui va être éliminé par le général Eyadema, qui a été formé par l'armée française, et qui va rester 40 ans au pouvoir, au Togo. On va aussi réprimer des mouvements indépendantistes. Par exemple, au Cameroun, il va y avoir une guerre très très forte qui va durer de 1958 à 1970, plusieurs centaines de milliers de morts. C'est pas du tout dans les manuels scolaires, et pourtant c'est présent dans l'histoire du Cameroun. On va réprimer les mouvements indépendantistes. Et avec les États qui sont donc désormais gouvernés par des amis de la France, on va signer des accords qui sont souvent pas publiés dans le journal officiel, donc même pas validés par le Parlement français, et qui vont permettre de garder la tutelle française. Ces accords économiques qui offrent la priorité d'accès aux matières premières pour les entreprises françaises, pour les matières premières stratégiques, des accords militaires. C'est pour ça qu'actuellement encore en France, il y a des bases militaires en Afrique francophone. Ce sont issus de ces accords signés dans les années 60. Et puis tout un tas d'accords politiques officieux. Autour de ces présidents africains, on va mettre en place des services secrets très puissants qui vont chapeauter un peu tous ces présidents. Et on va former des polices politiques très puissantes, formées par la France et les services secrets français, qui vont permettre de réprimer toute opposition. Notamment au Togo, par exemple, le général Eyadema, on peut estimer qu'en 40 ans de pouvoir, c'est peut-être 40 000 opposants politiques assassinés. C'est tout à fait équivalent à Pinochet. Pour chapeauter tout ça, une chose très importante, c'est la cellule africaine de l'Élysée, on va en reparler dans la suite de l'exposé, qui est aux 2 rues de l'Élysée. C'est une cellule qui n'est même pas déclarée au sein de l'État français, qui n'est pas validée par le Parlement français, mais à partir duquel Jacques Foccart, qui va prendre la tête de cette cellule africaine de l'Élysée de 1960 à 1974, va comme ça placer ses pions en Afrique, faire des coups d'État pour renverser les pouvoirs qui ne sont pas favorables à la France, etc. Et concrètement, Jacques Foccart, pour dresser un peu ce personnage, parce que ça va être important quand je vais parler de Jacques Chirac, Jacques Foccart, c'était le secrétaire général de l'Élysée, c'était le responsable des finances du parti gaulliste, c'était aussi le chef de fait des services secrets, donc c'est quelqu'un de très très puissant. Pour terminer ce petit exposé de la France-Afrique rapide, on peut parler qu'il y a aussi des systèmes économiques qui sont mis en place à travers l'aide au développement, qui va servir essentiellement à soutenir les régimes amis de la France et à financer des projets pour les industries françaises, enfin des projets de développement qui permettent aux industries françaises d'être prioritaires, et aussi le CFA, le franc CFA, c'est-à-dire une monnaie pour toute l'Afrique francophone qui va être contrôlée par la Banque de France, ce qui est toujours le cas actuellement. Et parallèlement, un double discours, très très présent, c'est-à-dire que tout ça, on va le faire au nom du bien de l'Afrique, au nom du développement de l'Afrique, au nom de la démocratie africaine, un double discours permanent qu'on va voir qui est toujours actuel. Alors je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que c'est tout l'objet de l'association Survie d'avoir publié des ouvrages d'enquête très précis qui reviennent en détail sur ce que j'ai exposé très rapidement. Il y a le livre La France-Afrique en 1998, le livre Noir Silence en 2001. Mais voilà, ça c'est pour expliquer le contexte dans lequel va naître politiquement Jacques Chirac en 1958-1960. Eh ben, justement, est-ce que tu peux enchaîner sur Jacques Chirac, donc, qui fait ses débuts en politique, nous parler un peu de à quel moment se tissent les liens, comment se passent ses débuts en politique? Alors un rapide aperçu du parcours politique de Jacques Chirac. Donc Jacques Chirac, d'abord, il est issu d'un milieu aisé, il a grandi à Paris, et son père était le banquier de Marcel Dassault. Marcel Dassault, qui est une fortune les plus riches de France, avionneur et industriel militaire, qui très tôt va se prendre d'amitié, d'affection pour le jeune Jacques Chirac. Jacques Chirac fait Sciences Po, en 1956, Sciences Po Paris. Il est aussitôt mobilisé pour faire la guerre d'Algérie. Il va partir 3 ans en Algérie, et dans ses mémoires, en 1977, il va dire « C'était la période la plus passionnante de mon existence ». Il est très très marqué par cette guerre, et il est très Algérie française, c'est un militant de l'Algérie française. Il a le droit de s'engager dans l'armée française. Finalement, il revient en France en 1959, il passe l'ENA, donc l'École nationale d'administration, je crois, l'ENA. Il retourne ensuite, il est tout de suite mobilisé pour retourner à Alger en tant que renfort administratif, en tant qu'énarque,
Et là, une petite anecdote. En 1960, le général de Gaulle, qui comprend bien que ça va être très très dur de garder l'Algérie française, il fait un discours sur l'autodétermination du peuple algérien. Ça ne plaît pas du tout aux généraux français de l'armée d'Algérie qui font un putsch, c'est l'affaire des barricades, pour essayer de renverser un petit peu et manifester leur mécontentement. Et Jacques Chirac est très très proche de ce mouvement-là, il hésite fortement à le rejoindre, et finalement ses collègues énarques le dissuadent de faire ça, et bien lui en a pris puisque on sait ce qui s'est terminé pour ces généraux dissidents. En tout cas, il retourne en France au début des années 60, Jacques Chirac, la guerre d'Algérie s'est terminée, et là, grâce à Marcel Dassault, il va avoir une place au cabinet de Georges Pompidou. Donc Marcel Dassault va introduire Jacques Chirac, énarque, au cabinet de Georges Pompidou, qui est le Premier ministre, et il va avoir un poste déjà très très bon pour quelqu'un aussi jeune que lui, qui a à peine 30 ans. Il va être responsable des équipements, des transports et de la construction française. Donc il commence très très fort. Et d'ailleurs, ce qui est une aubaine pour Marcel Dassault, puisqu'on va s'apercevoir que tout le temps que Jacques Chirac occupait ce poste-là, il va donner beaucoup de contrats militaires pour Marcel Dassault et des réductions fiscales. Pendant que Jacques Chirac est au cabinet de Georges Pompidou, il va se faire remarquer par des hommes très influents dans la Ve République et dans l'entourage du général de Gaulle, notamment Pierre Juillet. Pierre Juillet, c'est un petit peu... il était surnommé le Jacques Foccart de Pompidou. Donc il était très proche des services secrets, il chapeautait plusieurs services secrets. Et il va repérer Jacques Chirac au sein du gouvernement, il va dire, lui, c'est la relève du gaullisme, c'est vraiment un dauphin sur lequel il faut miser nos pions, il est très très performant, il fait bien le travail qu'on lui demande. Et ils vont le chapeauter, le parrainer, avec notamment Charles Pasqua et Marie-France Garot. Donc Jacques Chirac va être formé, éduqué politiquement par ces personnages-là, qui vont l'introduire à tous les réseaux et les coulisses du pouvoir, et qui vont faire de lui un homme politique. Parce que pour l'instant, Jacques Chirac était un énarque, qui avait un emploi administratif surtout. Et bien grâce au soutien de Marcel Dassault, de Pierre Juillet, de Charles Pasqua, ils vont catapulter Jacques Chirac en Corrèze, grâce au soutien financier de Pompidou et de Marcel Dassault, et au soutien politique de Pierre Juillet, Jacques Chirac va assez rapidement, et aussi grâce au talent politique de Jacques Chirac, qui était un animal politique très très, très fort en discours et en termes de contact humain, il va devenir député de Corrèze, un fief qui ne va jamais lâcher, à partir de 1967. Et puis parallèlement, il va faire toute une ascension dans l'appareil d'État, sous Pompidou Premier ministre et puis sous Pompidou président. Concrètement, il va être secrétaire à l'emploi en 1967. On est en pleine période où le chômage commence à arriver. Par exemple, Chirac a créé la NPE, pour la petite histoire. En 1969, il est secrétaire d'État au budget. Ensuite, il est ministre de l'Agriculture. Ensuite, ministre de l'Intérieur. Donc c'est vraiment tout lui réussit. Il est homme politique, l'étoile montante du gaullisme. Il fait une carrière éclair au sein de l'État français. Le premier faux pas se dit en 1969, où là, le Canard enchaîné révèle un premier scandale. En fait, le château de Bitty, château du XVIe siècle, en ruine, que Jacques Chirac va acheter pour pas très cher, et que grâce à ses complicités au sein du gouvernement, il va le faire déclarer monument historique, et une grande partie des frais de restauration de ce château vont être pris en charge par l'État français. Donc ça fait un scandale en 1969, le premier scandale. 1974, Pompidou décède accidentellement. C'est un coup d'arrêt très très dur pour Jacques Chirac, et ça va mettre un petit coup d'arrêt à sa carrière. Giscard d'Estaing va devenir président, Chirac Premier ministre un temps, puis Jacques Chirac va se replier sur la mairie de Paris et sur la création du RPR, avec Charles Pasqua, Pierre Juillet, Marie-France Garot. Ils vont créer le RPR pour contrer Giscard d'Estaing et contrer l'arrivée de la gauche. Et à quel moment, alors, les liens avec la France-Afrique dans le parcours de Chirac, quand est-ce que ça arrive? J'ai encore pas beaucoup parlé de France-Afrique, ouais, tout à fait. Là, pour l'instant, j'ai juste parlé du fait que Jacques Chirac, très tôt, est né politiquement dans le contexte de la création de la France-Afrique par Jacques Foccart. Il était très proche d'hommes comme Charles Pasqua, qui était le bras droit de Jacques Foccart, et de Pierre Juillet, un équivalent de Jacques Foccart. Mais là, je vais parler maintenant de la mairie de Paris, et on va voir que la mairie de Paris et la France-Afrique, c'est très très proche. Donc 1976, c'est une année décisive pour Jacques Chirac, puisqu'il est à la fois à la tête du RPR, secondé par Charles Pasqua et Nicolas Sarkozy. Ça y est, 1976, c'est ses débuts politiques.
il rentre au RPR pour soutenir Jacques Chirac, et il est à la tête de la mairie de Paris. Et pour tous les réseaux gaullistes, pour le réseau Focard, notamment Jacques Focard a été évincé de la cellule africaine de l'Élysée, donc on a plein d'hommes politiques comme ça, et de responsables comme Jacques Focard, Charles Pasqua, Pierre Juillet, Jacques Chirac, qui sont plus dans le pouvoir et qui veulent retourner dans le pouvoir. Et la mairie de Paris et le RPR va être la base pour repartir à la conquête du pouvoir. Mais pour ça, il faut beaucoup d'argent. Pour faire un puissant parti politique, il faut beaucoup d'argent, il faut des permanents, il faut faire de la communication, etc. Et comment avoir cet argent pour tout ce réseau, ce qu'on appelle le réseau Chirac? Et bien ça, on va le comprendre en fait dans les années 95, à travers un déferlement d'affaires qui vont mettre à jour les circuits de financement de Jacques Chirac et du RPR à ce moment-là. Ces affaires-là, c'est l'affaire des marchés publics de France, l'affaire des HLM de Paris, l'affaire Schuller, l'affaire Jean-Claude Méry, l'affaire Elf. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail ce soir, on ne va pas avoir le temps, mais je vous encourage vraiment à lire les ouvrages de, par exemple, des juges comme Éric Alphen ou Eva Joly. On apprend énormément de choses sur le fonctionnement des partis politiques en France. Mais je vais juste détailler les grandes lignes et montrer les liens avec la France-Afrique. Les sources d'argent principales du gaullisme, en fait, de 1976 à 1995, ça va être le détournement de fonds publics, à travers notamment la mairie de Paris, avec des gens comme Jean-Pierre Soiseau. Jean-Pierre Soiseau, un proche des services secrets, proche de Jacques Focard, qui avait créé une dizaine de sociétés essentiellement fictives dans les paradis fiscaux. Et on va s'apercevoir que ce monsieur-là, à travers l'enquête du juge Éric Alphen, il prenait les valises de billets qui lui étaient remises par les entreprises d'Île-de-France, les amener en Afrique pour les recycler dans ces sociétés fictives, pour ensuite les reverser aux partis politiques. Alors malheureusement, Jean-Pierre Soiseau est décédé juste avant d'être interrogé par les juges qui enquêtaient, donc on ne saura jamais le tout le fin mot de l'histoire. Mais en tout cas, c'est pour montrer les premières connexions avec la France-Afrique. Deuxième source de financement important, c'est les soutiens des réseaux France-africains, de Jacques Focard, de Charles Pasqua. Jacques Focard va être le conseiller Afrique de Jacques Chirac en 86-88 quand il sera Premier ministre, et en 95-97 quand il sera président de la République. Donc la filiation elle est là aussi. Alors concrètement, en quoi les réseaux Focard, les réseaux Pasqua vont apporter de l'argent au mouvement gaulliste? C'est que la France-Afrique elle a été mise en place par les réseaux gaullistes de 1960 à 1974. Ils ont tissé tout un tas de relations. Les hommes qui sont au pouvoir en Afrique, ce sont les proches des partis gaullistes. Ils n'ont qu'une envie, c'est que ce soit les gaullistes qui reprennent le pouvoir en France. Et donc, ils vont donner beaucoup d'argent. Par exemple, le général Mobutu avait donné 5 millions de francs pour la campagne présidentielle de 88 de Jacques Chirac. Hassan II, pareil, 5 millions de francs pour la campagne présidentielle de Jacques Chirac en 95. Donc, il y a des soutiens déjà financiers de tout un tas de dirigeants africains pour le RPR. Et puis, il y a aussi l'affaire F. Ce qui a mis à jour l'affaire F, c'est que chaque année, il y avait environ 600 millions de francs d'argent de la rente pétrolière détournée pour arroser des partis politiques français, essentiellement le RPR, organiser des coups d'État pour maintenir les intérêts français en Afrique, financer les services secrets. Et le nom de Jacques Chirac apparaît sans arrêt en fait dans l'affaire F. Il n'a pas du tout été interrogé par la justice par son immunité, mais si vous allez voir la pièce de théâtre, notamment Elf, la pompe Afrique, ou si vous lisez les livres d'Eva Joly, il est sans arrêt cité. Pour terminer juste ce premier parcours là, sur la mairie de Paris et ces années 76-95, on peut citer qu'autour de cette nébuleuse de financement parallèle, etc., gravitent des personnages qui sont vraiment des symboles emblématiques de la France-Afrique, c'est-à-dire des personnages qui sont à la fois dans le trafic d'armes, dans le développement, dans la politique, dans les entreprises, comme Michel Roussin. Alors Michel Roussin, son parcours, c'est assez incroyable. Il a été membre de la DGSE, du service secret français. Après, il a dirigé la Générale des Eaux. Après, il a été directeur de cabinet à la mairie de Paris, en responsable des financements occultes du RPR. Il a fait de la prison pour ça. Ministre de la Coopération en 93. Monsieur Afrique, donc conseiller Afrique du MEDEF, puis conseiller Afrique de l'entreprise Bolloré, puis administrateur d'une société minière au Gabon, puis membre éminent d'un conseil de surveillance de l'entreprise Sécurité sans frontières qui fait du mercenariat en Afrique. Ce genre de personnages, on en retrouve sans arrêt dans les enquêtes de l'association Survie. C'est des personnages qui gravitent dans tous ces milieux-là et qui permettent souvent une ponction d'argent très importante sur les rentes africaines.
Voilà pour vraiment un premier survol de ces années-là. Merci. Après, en 95, donc, Chirac arrive à la présidence. Et du coup, de cette place-là, comment va-t-il continuer d'activer ce réseau France-Afrique? Tout à fait. D'abord, une première anecdote. En 1986, le slogan de la campagne de Jacques Chirac, c'était « Ce que nous avons fait pour Paris, nous le ferons pour la France ». Ça, c'est une petite anecdote. Déjà, il faut voir que dès qu'il a été au pouvoir, Jacques Chirac, il s'est tout de suite secondé par Jacques Foccart, dont l'architecte de la France-Afrique. Quand il était Premier ministre en 86, comme je disais tout à l'heure, le responsable de la cellule africaine de l'Élysée, qui est aux 2 rues de l'Élysée, c'était Jacques Foccart. Quand Jacques Chirac devient président de la République en 95, il met à la tête de la cellule africaine de l'Élysée encore Jacques Foccart. Donc vraiment le parrain de la France-Afrique. Le bilan africain de Jacques Chirac, ça va être trop long, on ne peut pas le détailler en entier ce soir. Donc je vais passer sur tout un tas de choses. Je vais passer notamment sur toutes les avancées qu'il a fait sur le rôle positif de la colonisation. On pourra en parler longuement. La loi de 2005 qui a finalement été abrogée quelques mois plus tard suite à la pression publique. On va passer sur les lois par rapport à l'immigration africaine. On va passer aussi sur le musée du Quai Branly, le musée des arts premiers d'Afrique, qui est, on peut en parler, mais c'est vraiment toutes les pièces d'art du continent africain qui sont à Paris et que les peuples à qui tout ça a été volé ne pourront jamais voir puisqu'ils n'ont pas le droit de venir en France. Je vais passer sur tout ça et je vais me focaliser que sur le soutien de Jacques Chirac, politique, diplomatique, militaire et financier, de ce qu'on peut appeler des dictatures. Concrètement, le Togo. Le Togo, 1963, il y avait un président démocrate qui s'appelait Sylvanus Olympio, qui était indépendantiste, qui n'est pas forcément le meilleur président du monde, mais en tout cas qui avait des points de vue assez démocratiques sur la gestion de son pays. Il se fait assassiner avec le soutien des réseaux Foccart, des services secrets français. À la tête du Togo, c'est le général Eyadema, ancien militaire français, et qui va prendre la tête du pays pendant 40 ans. 40 ans. Et bien Jacques Chirac se déclarait ami personnel du général Eyadema et déclarait dans ses mémoires, dans ses interviews, qu'il avait des conversations quasi quotidiennes avec le général Eyadema. Concrètement, en 1998, le général Eyadema, qui n'a pas vraiment l'habitude de faire des élections, en fait quand même. Et les élections ne sont pas suffisamment tenues, et c'est Gilles-Christ Olympio, le fils de Sylvanus Olympio, qui est déclaré vainqueur. Que fait le général Eyadema? Il envoie l'armée, et puis il supprime les opposants politiques. Donc, il y a des centaines de morts. Amnesty International envoie des observateurs sur place et fait un rapport pour dénoncer ces exactions, pour dénoncer les assassinats politiques, etc. Et ça n'empêche pas Jacques Chirac de faire quelques mois plus tard une visite au Togo et de déclarer que le soutien par rapport politique au général Eyadema, et il dit même que le rapport d'Amnesty International est peut-être, je cite, une opération de manipulation. En 2001, malheureusement pour lui, l'ONU a fait une enquête et publie un rapport identique à Amnesty International montrant que le pouvoir du général Eyadema, c'est de l'assassinat politique, c'est des dizaines de milliers d'opposants politiques assassinés, c'est des polices politiques tortionnaires. Et au même moment où le rapport de l'ONU sort, le général Eyadema est reçu à l'Élysée avec tous les honneurs de la République par Jacques Chirac. En 2005, le général Eyadema, après 40 ans de pouvoir, décède, et c'est son fils qui prend le pouvoir. Après une parodie d'élection, là encore, on estime à entre 800 et 1000 morts lors de ces mouvements-là. Aussitôt, il va être reconnu par Jacques Chirac, invité à l'Élysée. Je pourrais prendre l'exemple du Tchad aussi. Le Tchad, c'est un pays aussi assez terrible en termes politiques. En 1990, c'est le général Idriss Déby, non, il n'est pas général, excusez-moi. C'est Idriss Déby qui va prendre le pouvoir par un coup d'État. Il va être soutenu tout au long de son règne et encore actuellement, puisqu'en 2006, si vous avez lu les journaux, l'armée française est allée protéger Idriss Déby au Tchad. Il va y avoir un soutien politique et financier très important de Jacques Chirac, notamment en 1996 et en 2001. Les dictateurs aiment bien organiser des élections qui truquent. On a fait une conférence il y a 2 semaines spécialement sur le sujet du trucage des élections. Au Tchad, c'est vraiment l'emblème de ça. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en 1996 et en 2001,
Donc Idriss Déby fait des élections. Qui c'est qui fait les élections en fait? Qui c'est qui organise? C'est une mission de Jérôme Grandénon, qui était l'adjoint de Jacques Chirac à la mairie de Paris, qui va venir au Tchad, avec l'armée française. Ils vont financer toutes les élections. C'est l'armée française qui va déplacer les urnes, centraliser les urnes, s'occuper des logiciels informatiques, faire l'observateur indépendant et déclarer les résultats. Et évidemment, c'est Idriss Déby qui a gagné ces deux élections. Le Burkina Faso, je ne vais pas faire tous les pays, mais j'en fais encore au moins un ou deux. Le Burkina Faso, là encore, un exemple emblématique. En 1987, Thomas Sankara, qui était un président révolutionnaire sur son programme politique, qui avait des visions démocratiques et indépendantistes très très fortes, se fait assassiner par Blaise Compaoré, avec le soutien des services secrets français et du réseau Focard. À l'époque, Jacques Chirac est Premier ministre, son conseiller Afrique, c'est Jacques Focard. Et Blaise Compaoré, depuis 1987, est toujours au pouvoir. Blaise Compaoré, impliqué dans les trafics d'or, qui soutient Charles Taylor au Sierra Leone, qui est richissime dans un pays de misère, et qui est l'hôte de marque, le premier hôte de marque invité par Jacques Chirac en France en 1995, au défilé militaire du 14 juillet. Et qui va être soutenu dans toutes ces élections, parce que là encore, Blaise Compaoré fait des élections qui gagnent à chaque fois. Et des élections de 1998, il avait refusé une commission locale indépendante. Donc l'opposition a dit, s'il n'y a pas de caractère indépendant pour les élections, nous, on ne participe pas. Pas de problème, on fait l'élection quand même. Compaoré a gagné les 85% des voix. Il a été aussitôt félicité, même presque avant le résultat des élections, par Jacques Chirac. Petite parenthèse, Jacques Chirac n'est pas la seule personne à soutenir Blaise Compaoré, puisque le maire de Grenoble soutient aussi politiquement Blaise Compaoré. Ils se sont reçus, ils se serrent la main, etc. Parce que la ville de Grenoble est en coopération décentralisée avec le Burkina Faso. Donc c'est une petite parenthèse. Je termine peut-être sur la Guinée, parce que je pourrais aussi parler de la Guinée, du Congo-Brazzaville, du Gabon, de la Tunisie, du Maroc, de l'Angola, l'affaire des ventes d'armes en Angola, je pourrais en parler longtemps. Mais je crois qu'on va aller assez vite vers Nicolas Sarkozy. Mais la Guinée, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, il y a un mouvement social très fort, qui est historique en Guinée. On a fait une manifestation le 25 février dernier, je crois, dans les rues de Grenoble pour manifester notre soutien. C'est vraiment historique de ce qui se passe là-bas. Alors en Guinée, c'est un pouvoir de Lansana Conté, général, je crois, lui. Je suis pas sûr, mais... Pardon. Oui, général Lansana Conté, c'est souvent des généraux qui sont à la tête. Qui fait un coup d'État en 1984, qui est toujours au pouvoir actuellement. En 1998, il organise des élections, mais pour être sûr de les gagner, il fait emprisonner Alpha Condé, qui est le principal opposant politique, au même moment où Jacques Chirac visite la Guinée et se félicite des avancées démocratiques de la Guinée, alors que les opposants sont en prison. Voilà, c'est un exemple. Allez, je termine peut-être juste sur le Congo-Brazzaville, parce que c'est peut-être un des plus terribles en fait. Congo-Brazzaville, c'est le général Sassou Nguesso, qui a pris la tête de ce pays en 1997 par un coup d'État. Enfin, il avait déjà pris le pouvoir avant, entre 1979 et 1991. Et quand Jacques Chirac devient président, il souhaite remettre en selle Denis Sassou Nguesso. Et là, qu'est-ce qu'a montré l'affaire Elf? Qu'est-ce qu'a montré l'enquête de Eva Joly? C'est que ce coup d'État de Denis Sassou Nguesso, qui est toujours au pouvoir actuellement, un coup d'État qui a engendré, on parle de centaines de milliers de morts, une guerre civile énorme, et bien ce coup d'État aurait été financé dans sa quasi-intégralité par Elf, aidé par les réseaux Focard et par le soutien politique de Jacques Chirac, qui reçoit régulièrement Denis Sassou Nguesso, qui est un ami personnel de Jacques Chirac. Petite anecdote encore, je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire Ndengue. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais Ndengue, c'est le responsable de la police politique de Denis Sassou Nguesso. Ce monsieur-là a une villa dans les Yvelines, comme d'ailleurs quasiment tous les dirigeants africains et leur nomenclatura. Ils ont tous des superbes hôtels particuliers dans le 16e arrondissement ou des villas en région parisienne sur la Côte d'Azur. Donc là, le directeur de la police politique de Denis Sassou Nguesso va dans sa villa en avril 2004, comme il va régulièrement. Enfin, je crois que c'est la villa de sa fille, officiellement. Mais, comme à Grenoble,
comme aux Yvelines, il y a beaucoup de réfugiés politiques en France, du Congo-Brazzaville, qui ont fui ce pays suite au massacre qui a eu lieu là-bas. Et dans les Yvelines, ils ont porté plainte devant le tribunal des Yvelines, Créteil, je crois, des Yvelines, bref. Pardon ? Versailles, excusez-moi. Et un juge, M. Gervillier, si je ne me trompe pas, se saisit de l'affaire. C'est quand même une affaire importante parce que les réfugiés politiques accusent ce général, enfin ce responsable de la police politique, d'avoir assassiné 350 personnes. Au moins 350 personnes. Donc ils vont le choper dans la villa, ils le placent en mise en examen, donc dans une prison, quoi. Et là, dans la nuit, à 2h du matin, Jacques Chirac, Dominique de Villepin appellent le parquet de Versailles, font lever une procureure pour examiner le dossier du général, de Ndongue, et le font libérer à 3h du matin. Il prend aussitôt l'avion et il repart au Congo-Brazzaville. Voilà, encore une petite anecdote pour montrer le soutien politique récurrent, très fort, de Jacques Chirac et de tout son entourage par rapport à des pays d'Afrique francophone qui sont vraiment des véritables dictatures. Mais je ne vais pas aller plus loin parce qu'on va s'intéresser à l'avenir. Alors, a priori, tu as encore plein de choses à nous dire, ça pourra revenir d'ailleurs dans les questions après. Mais effectivement, donc, le thème de la conférence incluait aussi Nicolas Sarkozy, donc, qui maintenant donc, va être leader du gaullisme et candidat aux prochaines présidentielles. Est-ce que tu peux nous parler de ses liens à la France-Afrique et peut-être nous refaire, comme tu as fait pour Chirac, un petit tableau de son parcours politique? Tout à fait, je vais commencer par faire un petit topo sur le parcours politique de Nicolas Sarkozy. Donc, Nicolas Sarkozy est né en 1955, issu d'une famille de la noblesse hongroise. Son père était un noble hongrois immigré. Il a grandi à Neuilly-sur-Seine. Il a tenté Sciences Po Paris, mais il l'a raté. Il est cependant devenu avocat en 1981. Et il s'est associé à un cabinet d'avocats, Arnaud Claude et Nicolas Sarkozy, spécialisé dans le droit immobilier. Et il a très peu plaidé en tant qu'avocat, mais ceci dit, il est quand même actionnaire de cette société d'avocats. On a trouvé qu'en 2002, il avait touché 240 000 € de dividendes sur ce cabinet. C'est quand même pas mal. Il a un patrimoine très important, qui est estimé à plus de 1 million d'euros. Nicolas Sarkozy, c'est un engagement très précoce et soutenu dans la politique, notamment dans le RPR. À 21 ans, il rentre au RPR. Son parrain politique, c'est Charles Pasqua. Nicolas Sarkozy, à cette époque-là, disait d'ailleurs que je suis le double de Charles Pasqua. C'est un chiracien, comme Charles Pasqua à l'époque. Et il va faire une ascension dans l'appareil politique du RPR tout au long de sa vie. Il va être responsable de jeunesse, président du comité de soutien aux jeunes pour Jacques Chirac en 81, secrétaire national, puis porte-parole. Son seul faux pas, c'est en 1995, quand il va soutenir Balladur au lieu de Chirac. Sinon, il a tout le temps été un pro-chiracien. D'ailleurs, il va de nouveau soutenir Jacques Chirac en 2002, et il va devenir ensuite, comme on sait, le président de l'UMP en 2004, puis en 2006. Donc un parcours très fort au sein du RPR, puis de l'UMP. Nicolas Sarkozy, c'est aussi une implantation très forte à la mairie de Neuilly-sur-Seine. Il va être maire de 1983 à 2002. Neuilly-sur-Seine, c'est la ville la plus riche de France, un petit paradis fiscal dans la mesure où les taux de taxes sur les sociétés et sur l'habitat sont parmi les plus basses de France, pour la petite histoire. Et donc il va être maire pendant presque 20 ans, et ensuite il va, depuis 2004, reprendre la présidence du Conseil général des Hauts-de-Seine, après Charles Pasqua. Il a encore le département le plus riche de France. Donc vraiment une implantation forte dans les Hauts-de-Seine. Son ascension dans l'appareil d'État est assez récente finalement pour Nicolas Sarkozy. Il rentre en tant que ministre du Budget en 1993 sous Balladur. En 2002, il va être ministre de l'Intérieur. 2004, ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Il a trouvé qu'un homme politique soit à la fois ministre et responsable de l'UMP, donc il va démissionner. En 2005, il va de nouveau être renommé ministre de l'Intérieur. Et cette fois-ci, ça ne dérange pas Jacques Chirac qui soit à la fois aussi responsable de l'UMP. Donc actuellement, Nicolas Sarkozy est ministre de l'Intérieur et tête de file de l'UMP. Enfin, pour ce premier tour d'horizon de Nicolas Sarkozy, c'est un réseau relationnel
exceptionnel, presque du jamais vu en fait, en termes de lien avec les médias et l'industrie. Je ne vais pas faire la tour de toutes les entreprises, les chefs d'entreprise qui ont déclaré leur soutien à sa candidature. Citons les plus proches. Martin Bouygues, qui est le témoin de son mariage avec Cécilia Sarkozy, qui est le parrain d'un de ses fils. Bernard Arnault, qui est aussi témoin de mariage avec Cécilia Sarkozy. Lagardère, Bolloré, Veolia, enfin toutes les grandes entreprises, je crois que quasiment tout le CAC 40 soutient Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, lui-même déclaré il n'y a pas très longtemps, j'ai tous les patrons de presse avec moi. Donc c'est quelqu'un qui a des connexions très très fortes. Donc, implantation forte dans le mouvement gaulliste, implantation forte dans les Hauts-de-Seine, une expérience dans l'appareil d'État et un soutien politique industriel très 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 fort, quoi. Et donc Sarkozy a commencé ses voyages en Afrique. Quels sont ses liens avec l'Afrique et éventuellement avec la France-Afrique? Alors quand on s'est intéressé à Nicolas Sarkozy et l'Afrique, on a commencé par chercher toutes les idées, les programmes, les discours de Nicolas Sarkozy par rapport à l'Afrique. Il n'y en a pas beaucoup. Parce que, comme vous l'avez constaté, au cœur de la campagne présidentielle, c'est pas l'Afrique qui occupe directement la place principale, indirectement par toute la question de l'immigration, mais pas beaucoup de déclarations sur l'Afrique. On a trouvé surtout 4 discours importants qu'on a décortiqués. Un discours qu'il a fait au Bénin en 2006, dans une tournée, un interview qu'il a donné au magazine Jeune Afrique en novembre 2006, un meeting qu'il a fait à Toulon en février 2007, enfin ce mois-ci, et un discours qu'il a fait sur sa politique internationale en 2007. C'est les 4 seuls passages vraiment riches où il explique sa vision de l'Afrique, sa vision politique de l'Afrique. Alors quand on étudie un petit peu ces discours, on trouve pas mal de choses. On trouve des éléments de rupture avec la France-Afrique, on trouve des éléments très classiques qu'on trouve chez tout programme, tout candidat à la présidence, et puis des éléments vraiment de continuité dans le système de la France-Afrique. Et tout ça forme un tout assez curieux et assez contradictoire. Alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais les éléments de rupture, il va y avoir des déclarations très fortes comme dire Nicolas Sarkozy veut tourner la page des complaisances, des secrets, des ambiguïtés dans les relations franco-africaines. Il veut se débarrasser des réseaux d'un autre temps. Il veut cesser de traiter indistinctement avec des démocraties et des dictatures. Il critique le bilan africain de Jacques Chirac. Et enfin, il souhaite une présence militaire en Afrique réduite au strict minimum. Ça, ce sont les éléments de rupture principaux. D'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est assez inédit de la part d'un candidat gaulliste de dénoncer les réseaux france-africains. Puisque, en fait, pour la petite histoire, quand les premiers livres de l'association Survie sont sortis, les médias, les gaullistes, etc. disaient « La France-Afrique n'existe pas. Le réseau Focard, c'est dans votre imagination. Il y a jamais, ça n'existe pas. » Là, si, maintenant c'est sûr que ça existe. Et par contre, il faut tourner la page. Des éléments très classiques dans son discours, comme tous les candidats, et depuis très longtemps, depuis 1960, Nicolas Sarkozy se déclare ami de l'Afrique et des Africains. Il souhaite le développement de l'Afrique, qu'il voit d'ailleurs comme un remède à l'immigration. Et les éléments de continuité dans tous ces discours et dans ces programmes, alors déjà c'est des choses assez contradictoires avec le fait qu'il veut tourner la page des complaisances, des secrets, des ambiguïtés. Je vous livre quelques extraits. J'aurais bien aimé savoir imiter Nicolas Sarkozy, mais j'y arrive pas, donc je vous le dis comme ça. Je crois pouvoir dire qu'aucun pays du Nord ne porte autant d'attention à l'Afrique que la France. Aucune nation n'a autant à cœur la stabilité, le développement, la réussite des pays du continent africain. C'est quand même un peu contradictoire avec ce qu'il disait tout à l'heure. Il faut cesser de répéter que la France est présente en Afrique pour piller ses ressources, car, à tout bien peser, c'est vrai, nous n'avons pas économiquement besoin de l'Afrique. Et je mets quiconque au défi de démontrer le contraire. La France est en Afrique avec des ambitions amicales. Encore un discours sur les multinationales.
Il n'y a en réalité qu'un petit nombre de grands groupes français qui réalisent une part importante de leur activité en Afrique. Bouygues, Air France, Bolloré n'ont pas besoin de la diplomatie française pour exister et se développer en Afrique. S'ils sont dynamiques, c'est dû à l'ancienneté de leur implantation. Ils ont cru à l'Afrique avant beaucoup d'autres. C'est au talent de leur management et de leurs collaborateurs qui le doivent et à eux seuls. Donc là, vraiment, c'est vraiment le fait de dire que si les multinationales françaises qui sont en Afrique, c'est pas elles seules, que globalement, même s'il y a des réseaux, la France en Afrique, c'est un bilan très très positif, c'est même un modèle. Elle a même moins de pouvoir qu'on le dit, en général. Nicolas Sarkozy ne souhaite pas aussi la dissolution de la cellule africaine de l'Élysée. La cellule africaine de l'Élysée, comme je disais tout à l'heure, c'est un organe qui est aux 2 rues de l'Élysée, qui gère la politique africaine de la France, qui ne dépend pas du Parlement, qui n'est même pas officiellement déclaré devant la Constitution française. Nicolas Sarkozy ne souhaite pas la dissoudre. Il ne souhaite pas non plus dissoudre la zone franc, c'est-à-dire le fait qu'actuellement les monnaies des pays d'Afrique francophone sont Chirac, vraiment une vision de la colonisation. Il souhaite vraiment qu'on retienne le côté aussi positif de cette colonisation, etc. Et enfin, on trouve des déclarations assez inquiétantes quand même, comme l'Amérique et la Chine ont déjà commencé la conquête de l'Afrique. Jusqu'à quand l'Europe attendra-t-elle pour construire l'Afrique de demain? Donc on voit des termes un petit peu bizarres, à la fois des termes très critiques sur les complaisances et des dictatures, etc. Et puis des termes beaucoup plus coulants, beaucoup plus dans la lignée de la politique actuelle. D'ailleurs, j'en profite pour répondre. Tout à l'heure, je vous ai dit que Nicolas Sarkozy mettait au défi quiconque de prouver que la France, économiquement, avait besoin de l'Afrique. Il a même dit que la France et l'Afrique, ça représente 2% des échanges, c'est pas très important. Mais il a eu la chance de tomber sur des journalistes qui sont pas très informés et qui font pas leur travail de journaliste. Parce que s'il avait comme moi des documents que je n'ai pas ici, enfin, s'il faisait un petit peu son travail, il verrait, en faisant très rapidement même un tour sur les propres sources du ministère des Finances et de l'Industrie, que déjà les échanges entre la France et l'Afrique, c'est pas 2%, c'est 5%. Ça peut paraître quelques pourcents, c'est peut-être pas beaucoup, mais ça représente des milliards d'euros. Que si on regarde le solde entre la France et l'Afrique, entre les différents continents, en 2005, toujours selon les chiffres du ministère des Finances, qui a été dirigé par Nicolas Sarkozy, que les seuls continents avec lesquels la France fait des bénéfices, c'est l'Afrique, en 2005. 3 milliards d'euros de bénéfices. Les États-Unis, 3 milliards d'euros de bénéfices. Donc autant de bénéfices entre les Amériques et l'Afrique. Par contre, elle perd 18 milliards d'euros avec l'Europe et 22 milliards d'euros avec l'Asie. Donc quand même, ça veut dire que là où on fait de l'argent, c'est plutôt aussi en Afrique. En 2002, il y avait plus de 2600 filiales d'entreprises en Afrique. C'est un chiffre qui est en perpétuelle augmentation. Et enfin, pour beaucoup d'entreprises, l'Afrique, c'est une source financière très très importante. Pour le groupe Total, ça représente entre 5 et 10% de son chiffre d'affaires, ce qui reste considérable vu qu'on reconnaît toutes les activités de Total sur tout le monde. C'est aussi par exemple 20% du chiffre d'affaires de Peugeot International, ils le font en Afrique. C'est 20% du chiffre d'affaires de Bolloré. En général, c'est toujours entre 5 et 20% du chiffre d'affaires des grandes entreprises françaises. C'est aussi 30 milliards d'euros chaque année d'exportation, non, tous les 5 ans, d'exportation d'armes françaises, de Dassault et de Lagardère. Et enfin, l'Afrique, c'est une source principale de matières premières stratégiques pour la France, notamment 50% de l'uranium qui est dans les centrales françaises, nucléaires françaises, provient d'Afrique, notamment à travers la Cogema. Voilà, ça c'est des choses que j'aurais bien aimé que le journaliste dise à Nicolas Sarkozy. Mais ce n'est pas le cas. Voilà, alors après, ça c'est tous les discours. Il faut se méfier des discours. On peut faire une interprétation, une exégèse très longue des discours. Là, ce que j'ai dit, c'est ma propre interprétation, et peut-être que d'autres personnes auront une vision différente de cette interprétation. Vous aurez dans le document de synthèse, pour ceux qui veulent, l'intégralité des discours. Vous pourrez juger par vous-même ce que vous constaterez de ces discours-là. Je crois que les questions principales qu'il faut se poser, c'est est-ce que Nicolas Sarkozy a des relations avec des dictateurs africains?
dans les faits, et quels sont les liens entre Nicolas Sarkozy et le réseau Pasqua. C'est vraiment les questions principales qui nous ont intéressés, sur lesquelles on a enquêté. Est-ce que Nicolas Sarkozy a des relations avec des dictateurs africains, dans les faits, et quels sont les liens entre Nicolas Sarkozy et le réseau Pasqua. C'est vraiment les questions principales qui nous ont intéressés, sur lesquelles on a enquêté. On a trouvé des choses notamment dans des publications diplomatiques réservées aux industriels et aux diplomates, comme le journal La Lettre du Continent, qui est un journal qui coûte 700 € d'abonnement à l'année, donc c'est pas pour vous. Enfin, ça dépend quand vous répartissez votre argent. Et qu'est-ce qu'on a vu là-dedans? On voit vraiment que depuis 2004, Nicolas Sarkozy a des rendez-vous réguliers et discrets avec Omar Bongo, du Gabon, généralement dans son hôtel particulier du 16e arrondissement, puisque Omar Bongo, comme la plupart des dirigeants africains, ont des magnifiques hôtels particuliers à Paris. On ne sait pas exactement ce qu'ils se sont dit, on sait juste qu'ils se sont vus plusieurs fois, au moins 7 fois depuis 2004. Récemment, Omar Bongo a déclaré dans le Nouvel Observateur: avec Nicolas Sarkozy, on est amis. Si demain il me renie parce qu'il est président, je lui dirai: ce n'est pas sérieux, Nicolas. Et il déclare même plus loin, dans cet article du Nouvel Observateur, ce qui fait un petit peu froid dans le dos: je crois que le fondement même de la France-Afrique restera, quitte à l'améliorer. Alors, il faut bien voir que, dans l'esprit d'Omar Bongo, France-Afrique, ça n'a pas la même signification que France-Afrique pour nous. France-Afrique, c'est une relation très très forte entre la France et l'Afrique pour le développement, la démocratie, etc. Donc, non, c'est pas exactement le discours. En tout cas, ça a quand même une signification. On a trouvé aussi des amitiés entre Nicolas Sarkozy et Denis Sassou Nguesso, le général Denis Sassou Nguesso, qui est donc au pouvoir au Congo-Brazzaville par un coup d'État en 1997, responsable d'une guerre civile qui a fait plusieurs... on ne sait pas le chiffre, il n'y a jamais eu d'enquête indépendante, mais on estime à plusieurs centaines de milliers de morts. Et Denis Sassou Nguesso se présente comme un ami de Nicolas Sarkozy, qui n'a pas démenti. Nicolas Sarkozy est aussi très proche du pouvoir marocain, il a fait plusieurs visites là-bas, il ne manque pas l'occasion de déclarer que la monarchie de Mohamed VI se démocratise de manière positive. Petite anecdote aussi, on s'est aperçu en farfouillant dans les documentations que Brice Hortefeux, qui est un des bras droits de Nicolas Sarkozy, a envoyé une note à tout un tas de communes qui soutenaient ouvertement les luttes indépendantistes du Sahara occidental. Le Sahara occidental, c'est une zone au sud du Maroc sur laquelle il y a des luttes pour les indépendances qui sont actuellement occupées par le Maroc. C'est un enjeu très important. Donc là, on a vu que Brice Hortefeux prenait position pour dire que la diplomatie française souhaitait apporter son soutien au Maroc pour le Sahara occidental. Donc il fallait plutôt mettre en veilleuse certaines choses. On a trouvé aussi des liens forts entre Nicolas Sarkozy et le pouvoir des généraux algériens. L'Algérie, là encore, c'est un pays qui depuis pas mal d'années est dirigé par une main de fer, par un pouvoir militaire, un pouvoir qui muselle l'opposition et qu'il y a très peu de liberté. Je vous conseille d'ailleurs le livre La France-Algérie, qui est une enquête passionnante sur les relations entre la France et l'Algérie. Et bien depuis 2003, Nicolas Sarkozy s'est rendu de 1 à 3 fois par an en Algérie. Il est proche des milieux militaires. Il apporte son soutien à M. Bouteflika. L'Algérie, c'est un soutien, c'est un enjeu politique important. Il y a environ 3 millions de Français qui sont d'origine algérienne, qui ont des liens avec l'Algérie. C'est très important électoralement de ce dossier-là. Et en 2004, Nicolas Sarkozy, qui, je vous rappelle dans son discours, dit que les multinationales qui s'implantent en Afrique le doivent au talent de leur management et de leurs collaborateurs, a signé un contrat, une aide de l'État français de 2 milliards d'euros. C'est le plus grand contrat d'aide de l'histoire de l'État français pour l'Algérie, pour des projets industriels, pour des entreprises françaises. Il y avait quasiment toutes les entreprises du CAC 40 qui étaient dans la délégation de Nicolas Sarkozy. Donc concrètement, c'est tout un tas de grands projets, le métro d'Alger, etc. Donc 2 milliards d'euros là-dedans. Donc une petite anecdote, récemment, Nicolas Sarkozy
a dit qu'il aimerait bien, s'il serait président, faire en sorte que l'Algérie ait des centrales nucléaires et qu'en échange, la France ait plus d'accès au gaz algérien. Donc voilà, c'est pour dire qu'il a des liens avec le pouvoir algérien. Enfin, on peut parler du Togo. Alors Nicolas Sarkozy a fait partie des gens qui ont critiqué la prise du pouvoir par le fils du général Eyadema en 2005. Il a dit que c'était une mascarade électorale, une parodie d'élection, je ne me souviens plus très bien. Et néanmoins, Faure Gnassingbé, qui est donc le fils d'Eyadema, a été approché par Claude Guéant, le bras droit de Nicolas Sarkozy. Ils se sont rencontrés, encore, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Et on peut dire aussi que le ministère de l'Intérieur, pendant tout le temps où Nicolas Sarkozy était à sa tête, a soutenu et encadré, continué de soutenir et d'encadrer la police du Togo. Donc ce qu'on peut dire, c'est que pour quelqu'un qui critique les démocraties, les dictatures, c'est assez curieux de voir qu'il rencontre régulièrement des gens comme Omar Bongo, Denis Sassou Nguesso, le pouvoir algérien, qui ne sont pas des modèles de démocratie quand même en Afrique, et qui sont souvent des pouvoirs parvenus par des coups d'État, qui truquent les élections, qui éliminent les opposants et qui musellent la presse. Notre petit entrefilet qu'on a trouvé dans les journaux diplomatiques, je vous livre cette information sans pouvoir l'interpréter, parce qu'on ne sait pas l'interpréter exactement. On a trouvé que Martin Bouygues a mis à la disposition de Nicolas Sarkozy son conseiller Afrique, Michel Linven, ex-conseiller de Jacques Foccart, pour la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Juste un entrefilet qu'on a trouvé. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi est-ce que Martin Bouygues, à la tête d'une plus grande entreprise française de BTP, délègue son conseiller Afrique, qui était l'ancien conseiller de Jacques Foccart, l'architecte de la France-Afrique, pour la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy? Voilà un petit peu ce qu'on a trouvé en cherchant un petit peu les relations avec les dictatures. Tout à l'heure, tu nous disais qu'il y avait deux questions à se poser et qu'en plus, Survie a fait quand même pas mal de travail d'enquête sur le réseau Pasqua. Du coup, je vais te poser la question de quel lien entre Sarkozy et le réseau Pasqua. Alors, déjà, pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé aux relations entre Nicolas Sarkozy et ce qu'on appelle le réseau Pasqua? C'est parce que le réseau Pasqua, c'est vraiment emblématique de ce qu'on appelle la France-Afrique. C'est présent dans quasiment tous les ouvrages d'enquête publiés par l'association Survie. Donc Pasqua, c'était le bras droit de Jacques Foccart. Ce qu'on appelle le réseau Pasqua, c'est une nébuleuse d'acteurs industriels, militaires, politiques, des services secrets qui sont impliqués dans au moins une dizaine d'affaires, comme l'affaire Falcon, l'affaire Angola Gate, l'affaire Elf, l'affaire Marchiani, l'affaire des HLM, des Hauts-de-Seine, tout un tas d'affaires de détournement d'argent public, de trafic d'armes, de corruption, ou de coups d'État, de coups tordus. Donc nous, ça nous intéressait de savoir, est-ce que Nicolas Sarkozy se démarque de ce réseau-là? Est-ce qu'il y a des liens avec lui? Est-ce qu'il y a des continuités? On s'est posé cette question. Donc déjà en préambule, on peut dire que historiquement, même si depuis 2002, Nicolas Sarkozy a pris des grandes distances politiques avec Charles Pasqua, il y avait des liens très forts historiquement avec lui. Comme je vous ai dit, c'est Charles Pasqua qui a initié en politique Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy disait qu'il était le double de Charles Pasqua, et même il avait déclaré en 1978, je crois, que Charles Pasqua est l'homme le plus honnête que je connaisse. Ça vous fait rire? C'était en 1978, alors ils ont été sur la même terre, Neuilly-sur-Seine et les Hauts-de-Seine, et le RPR. Charles Pasqua était aussi le témoin du premier mariage de Nicolas Sarkozy. Alors, ceci dit, vous trouverez dans les ouvrages sur Sarkozy que en 1983, Nicolas Sarkozy a ravi en fait la mairie de Neuilly à la barbe de Charles Pasqua. Le maire, qui s'appelait Achille Peretti, est décédé d'un accident. Charles Pasqua était pressenti pour devenir le maire de Neuilly. Malheureusement, il était à l'hôpital aussi à ce moment-là. Et en fait, Nicolas Sarkozy a mené campagne pour lui, en fait, tout en faisant croire à Charles Pasqua qui menait campagne pour Charles Pasqua, au sein du conseil municipal, puisque quand un maire décède, c'est le conseil municipal qui décide des suites. Et finalement, le conseil municipal a voté pour Nicolas Sarkozy. Ceci dit, même s'ils ont eu une brouille entre eux en 83, ils se sont très vite raccommodés
Et on peut dire notamment en 2004, Charles Pasqua est devenu sénateur, ce qui est très pratique au niveau de l'immunité. Il a été aidé, d'après les observateurs politiques, par Nicolas Sarkozy pour avoir toutes les voix qui lui manquaient pour devenir sénateur. Voilà, ça c'était un petit rapide lien historique. Après, la chose importante qu'on a trouvée, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui étaient des anciens bras droits de Charles Pasqua, notamment en matière d'Afrique, qui sont maintenant des bras droits de Nicolas Sarkozy. La tête d'affiche, c'est Claude Guéant. Claude Guéant, c'est un énarque qui était secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, nommé par Charles Pasqua, directeur général de la police nationale lorsque Pasqua était ministre de l'Intérieur, et, pour l'anecdote, chargé de contrôle de la légalité des marchés publics des Hauts-de-Seine. Ce qui est une anecdote intéressante quand on sait les affaires qu'il y a autour des marchés publics des Hauts-de-Seine. Donc ça, c'est sous Pasqua. Et actuellement, Claude Guéant, c'est le directeur de campagne de Nicolas Sarkozy pour 2007, et c'est le seul qui assiste à tous les entretiens entre Nicolas Sarkozy et les dirigeants africains que je vous ai cités tout à l'heure. C'est dans les journaux qu'on a pu trouver qui parlent des rencontres entre Denis Sassou Nguesso et Omar Bongo et Nicolas Sarkozy. À chaque fois, il y a Claude Guéant qui est avec lui. On peut parler de Michel Gaudin aussi. Michel Gaudin, c'est l'actuel directeur général de la police nationale. Je profite pour saluer les renseignements généraux qui sont dans la salle. Et qui était le directeur de cabinet de Pasqua. Il a été nommé actuellement par Michel Gaudin. Donc voilà, il y a déjà au moins ces deux personnes-là, on pourra en citer d'autres qui sont actuellement proches de Nicolas Sarkozy. L'autre question qu'on s'est posée, c'est, on s'est dit qu'on va prendre le problème un peu différemment, on va voir quelle est la continuité ou la rupture de Nicolas Sarkozy au Conseil général des Hauts-de-Seine. Puisque c'était pendant 20 ans, c'était Pasqua, maintenant c'est Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il y a une rupture politique? Est-ce qu'il a fait le ménage un petit peu dans toutes les affaires qui touchent ce Conseil général? Alors, déjà, on s'est aperçu que lorsque Nicolas Sarkozy a pris ses fonctions, il a fait un hommage appuyé à Charles Pasqua. Le Conseil général lui a donné une voiture, un chauffeur, un secrétaire, des bureaux. Donc, déjà, il n'y a pas de rupture politique forte, quoi. Nicolas Sarkozy a tout de suite lancé un audit général des services du Conseil général pour mieux comprendre ce qui se passait dans les Hauts-de-Seine. Mais il n'a pas rendu public ses conclusions. Les conclusions sont restées secrètes, malheureusement. D'après les observateurs qu'on a pu contacter et puis les ouvrages qu'on a pu lire, la politique actuelle depuis 2004 de Nicolas Sarkozy au Conseil général des Hauts-de-Seine n'est pas une politique de rupture avec son prédécesseur. Notamment, il n'a pas abandonné certains grands projets qui avaient été mis en place par Charles Pasqua. Et par contre, peut-être la seule chose qu'on a pu trouver, qui sort un peu du lot, c'est une baisse des dépenses sociales, notamment la privatisation de pas mal de crèches et la suppression de 4000 logements sociaux. C'est la chose qui dénote. Enfin, je voudrais vous parler de Coopération 92. Coopération 92, j'en vois qui se prennent la tête dans les mains quand je parle de Coopération 92. Ils ont lu les ouvrages sur la France-Afrique. Coopération 92, c'est une société d'économie mixte qui a été fondée par Charles Pasqua, dont le but officiel, c'est de lutter contre les inégalités nord-sud. Dans son conseil d'administration, on trouvait, parce que ça a changé maintenant, toutes les plus grandes entreprises qui bossent en Afrique. Et elle recevait 1% du budget des Hauts-de-Seine, ce qui est considérable, mais ne faisait aucun rapport au conseil général. Donc il y avait une opacité totale sur les projets et sur l'évaluation des projets. C'était souvent les mêmes sous-traitants qui faisaient les projets sur place, et les pays choisis étaient souvent les pays sur lesquels Charles Pasqua avait des relations proches, notamment le Gabon. À la tête de Coopération 92, on trouve Yann Guez. Yann Guez, qui était un ancien de la Sofrénie, qui est une société de vente d'armes et d'équipements militaires et policiers. Yann Guez, qui était le directeur de Coopération 92, qui, je le rappelle, est une société qui vise à lutter contre les inégalités nord-sud, et qui gagne 11 000 euros par mois, qui roule en Land Rover de fonction d'une valeur de 40 000 euros. Voilà. Alors quand Nicolas Sarkozy a pris la tête du Conseil général des Hauts-de-Seine, il a pris aussi la tête de Coopération 92,
donc il a remplacé Pasqua. Il a tout de suite lancé là encore un audit, dont les conclusions sont restées essentiellement secrètes. On a juste eu par des fuites que dans cet audit, on trouve des soupçons d'emploi fictif, tout un tas d'anomalies financières sur la facturation, un manque absolu de transparence sur les projets effectués, sur les prestataires choisis, sur le mode de choix des prestataires, sur l'évaluation des projets, etc. Alors Nicolas Sarkozy a aussitôt demandé plus de transparence. Il a demandé notamment que chaque année, Coopération 92 fasse un bilan au Conseil général pour dire voilà ce qu'on a fait cette année. Ils ont un peu limité le budget. Par contre, il a reconduit Yann Guez, qui était donc nommé par Pasqua et un ancien de la Sophrénie. Ceci dit, ça c'était en 2004. Mais en juillet 2005, le parquet de Nanterre, suite à tous les chevaux des affaires autour des Hauts-de-Seine, parce qu'il y a au moins une dizaine d'affaires qui pèsent sur Charles Pasqua par rapport à son poste au Conseil général, excusez-moi, ils ont lancé une enquête sur Coopération 92. Quelques semaines après, Nicolas Sarkozy a démissionné de cette structure pour des questions officiellement d'emploi du temps. Et actuellement, l'enquête est toujours en cours, on n'a pas les conclusions de l'enquête, mais en tout cas, Nicolas Sarkozy a pris la distance avec cette société. Pour terminer sur les liens entre Nicolas Sarkozy et le réseau Pasqua, on a aussi trouvé une information un petit peu qui prête à réfléchir. Je ne sais pas si vous connaissez Robert Feliziaghi. Robert Feliziaghi, c'est l'empereur des jeux de hasard, des casinos, des loteries en Afrique francophone et aussi en France, notamment en Corse, qui est impliqué dans tout un tas d'affaires, notamment liées à la France-Afrique, qui est très présent dans les ouvrages de François Xavier Verschave. Donc Robert Feliziaghi, qui était très proche aussi de Charles Pasqua, a été assassiné, et Nicolas Sarkozy a demandé au préfet d'Ajaccio de participer en grande tenue aux obsèques. Donc là encore, c'est un élément qui penche plutôt dans l'élément de continuité par rapport au réseau Pasqua. Voilà un petit peu tout ce qu'on a pu trouver, tout ce qu'on a pu glaner en quelques points sur les liens entre Nicolas Sarkozy et le réseau Pasqua. Là, tu as parlé d'affaires qui n'ont pas encore éclaté au grand jour. Est-ce qu'il y en a avec Nicolas Sarkozy, notamment en lien avec la France-Afrique, dans lequel il est impliqué? Alors là, il faut rester très très prudent, parce que ce que je vais dire, il ne faut pas que je dise des diffamations. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a au moins 3 affaires dans lesquelles le nom de Nicolas Sarkozy apparaît, est cité, nominé, mais sur lesquelles la justice française n'a pas enquêté. Ils ont bloqué l'enquête, ils ne sont pas allés l'interroger, ils n'ont pas approfondi cette voie-là. Ces 3 affaires, c'est l'affaire des emplois fictifs du RPR, c'est l'affaire Schuller et c'est l'affaire Elf. L'affaire des emplois fictifs du RPR, lors de l'enquête du GELFEM, il a montré qu'il y avait au moins une employée du RPR qui était rémunérée par la mairie de Neuilly, à l'époque où Nicolas Sarkozy était maire de Neuilly. Et c'est un cas isolé. Pourquoi Nicolas Sarkozy n'a jamais été interrogé sur ce sujet-là? On aimerait bien que la justice française fasse son travail et on aurait aimé savoir un peu plus. L'affaire Schuller. Alors, l'affaire Schuller. Monsieur Schuller, c'était le directeur général de l'office d'HLM des Hauts-de-Seine, membre du RPR, et qui a été mis en cause dans ce qu'on appelle l'affaire Schuller, c'est-à-dire que M. Schuller ponctionnait une partie de l'argent de marché public des HLM pour reverser ça à des partis politiques, notamment, surtout le RPR. Alors là, il y a un de ses bras droits, qui s'appelle Jean-Paul Schimpf, qui a dit tout ce qu'il savait sur ce mode de financement des partis politiques, qui a été pris en flagrant délit, notamment alors qu'il était en train de recevoir une mallette de billets d'argent liquide d'une société d'assainissement qui voulait avoir un contrat dans les HLM des Hauts-de-Seine. Donc Jean-Paul Schimpf, qui était le bras droit de M. Schuller, se fait interpeller en flagrant délit. Il est interrogé par la police, et dans le procès verbal, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Jean-Paul Schimpf explique comment ça se passait. Et il dit que M. Schuller, par son poste dans les offices d'HLM, finançait
les campagnes de pas mal d'hommes politiques, et il cite Patrice Balkany, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy. C'est une accusation très très grave. Là encore, il n'y a pas eu d'enquête, on ne peut rien en dire, et on aurait aimé, on aimerait, enfin non, toutes ces affaires-là sont closes, donc on aurait aimé que la justice enquête sur les liens entre Nicolas Sarkozy et M. Schuller. Enfin, l'affaire Elf. Dans un témoignage de Loïc Le Floch-Prigent, qui était le PDG de Elf, il affirme avoir abordé le fond du dossier Elf, lorsque l'affaire Elf éclate, pour préparer sa défense. Il va voir un peu les hommes politiques français, pour dire attendez là, si moi je me fais choper, vous aussi vous allez vous faire choper, comment on fait pour se défendre? Et donc il dit que les gens qu'il a rencontrés, notamment, c'est Nicolas Sarkozy en tant que ministre du budget. Alors encore, pourquoi Loïc Le Floch-Prigent, PDG de Elf, lorsqu'il est assigné par la justice, va voir notamment Nicolas Sarkozy pour aborder le dossier Elf avec lui? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Pourquoi il n'y a pas eu d'enquête sur ces sujets-là? On aimerait bien le savoir. Je serais un peu mesquin de terminer sur les affaires en parlant de l'affaire de l'appartement de Nicolas Sarkozy, donc je ne vais pas en parler. Je crois que les médias le font suffisamment. Je voudrais juste dire aussi, quand on parle d'affaires, que Nicolas Sarkozy a des soutiens politiquement des gens qui, eux, ont été condamnés par la justice, notamment Patrice Balkany, qui était le maire de Levallois-Perret, si je ne me trompe pas, qui est redevenu maire. Et donc il a toujours été soutenu par Nicolas Sarkozy. Et puis Alain Carignon, ancien maire de Grenoble, mis en accusation et écroué pour une vaste affaire de détournement d'argent à des fins politiques et d'enrichissement personnel. Et Nicolas Sarkozy est toujours un soutien politique très fort d'Alain Carignon. Il est présent sur les tracts d'Alain Carignon actuellement et il ne cache pas ses amitiés. Ce qu'il a encore, ce sont des choses un petit peu étonnantes pour quelqu'un qui brigue la présidence d'un pays comme la France, d'avoir de telles amitiés. Voilà très rapidement ce qu'on a pu trouver sur les affaires. Là encore, vraiment, il faut être très 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 prudent. Ce que je vous dis là, c'est juste des citations de Nicolas Sarkozy dans des procès-verbaux. Ce ne sont pas des enquêtes, ce ne sont pas des preuves. C'est juste pour dire qu'on aurait aimé que la justice enquête sur ce sujet-là.